On accueille aujourd'hui Benoît Lévy. Benoît Lévy est actuellement directeur de recherche à l'INA de Nancy et le directeur du centre de l'INPI à Nancy Grand Est. Il avait soutenu sa thèse en 1999 sur des thèmes plus combinatoires, topologie. En 2000, il était en postdoc à Stanford, il a peut-être plus progressivement évolué en géométrie. Il a été ensuite recruté à l'INRIA en tant que CR en 2000. En 2004, il a monté l'équipe Alice, qui est maintenant qui a été splittée récemment en deux, MFX et de la Pixel. Donc MFX c'est plus de la fabrication et Pixel plus de la géométrie. En 2008, il y a eu une ERC Good Shape et il était promu directeur de recherche. Donc une ERC Starting Grant. Qui ensuite fait une ERC, c'est pas consolidator, c'est Proof of Concept, par la suite vers 2013 par Max. Donc voilà, c'est une superstar encore. Je vais vous parler aujourd'hui de simulation de fluide grâce au transport optique. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci Nico de m'avoir mis la pression là. J'espère que vous n'allez pas être déçus du voyage. Déjà, toutes les excuses pour ces slides qui sont un peu vieux, de 2018. Ce sera pour introduire un peu le sujet. Alors pour me faire pardonner, j'ai mis le t-shirt corporate. Et puis je vous montrerai quand même des trucs un peu plus nouveaux que ça, parce que même si j'ai plus beaucoup de temps pour faire de la recherche, des fois il y a des avions, des fois il y a des trains. Et puis avec Nico, on continue de discuter et de faire avancer certains trucs avec Émile et Agathe entre autres. Ok, donc de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de plusieurs trucs. Je vais vous parler de transport optimal, c'est un sujet que vous connaissez bien ici, je pense, avec Nico, avec David, avec plusieurs autres qui travaillent sur le sujet. Donc je vais vous dire ce qu'on bricole à Nancy en transport optimal, et puis comment ça peut servir pour faire de la physique avec, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui se passent à l'interconnexion entre les maths, la physique et l'informatique. Et le transport optimal, c'est un sujet qui a vraiment des connexions dans les trois. Et donc je vais vous parler un petit peu de ça. Donc voilà, mes objectifs par rapport au transport, ça a déjà été de comprendre de quoi il s'agit, comprendre déjà qu'est-ce que c'est, de quoi ça cause, comment ça a été inventé, pourquoi c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, on en parle en learning, on en parle dans la communauté des maths fondamentales comme appliquées, on en parle un petit peu partout. J'avais envie de comprendre pourquoi on parle autant de ce sujet-là. Alors j'aime bien ce gars-là, je suis un fan absolu de Richard Feynman, et il disait les choses de cette manière-là: What I can't create, I don't understand. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'un bon moyen pour essayer de comprendre quelque chose, c'est de refaire les calculs, de rebricoler les trucs sur un petit carnet, sur des paplards, pour essayer de comprendre non seulement qu'est-ce que c'est que la formule, comment on la programme si on veut l'utiliser, mais encore plus loin, comment ça a été inventé, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on peut faire des trucs avec. Un autre gars qui dit la même chose, plus connu dans le domaine du graphique, c'est Jos Stam, qui est aussi un fan de Feynman, se dit en passant, qui, dans l'introduction de son petit bouquin sur les fluides, que je vous recommande par ailleurs, qui est très très chouette, il dit, il raconte un petit peu ce qu'il a fait, etc. Il a eu à nouveau un Academy Oscar pour les effets spéciaux cette année, c'est son deuxième décumulé. Et il dit parmi ce qu'il considère important dans tout ce qu'il a fait, c'est I wrote code that is the bottom line. C'est-à-dire, pour comprendre un truc, c'est quand même un bon moyen d'essayer de le mettre dans un ordi et puis de jouer avec. Et donc, quand j'avais fait ça, c'était un cours que j'avais fait à SGP, je disais aux gens, votre mission, ça va être de comprendre le bazar, d'être capable de le réexpliquer avec des mots simples, en se débarrassant du jargon, parce que dans les trucs qu'on manipule, il y a souvent des tas de mots super compliqués,
c'est bien d'arriver à s'en débarrasser. Bon, après, des fois, il faut les utiliser, parce qu'il faut être précis dans ce qu'on dit, mais pour comprendre déjà s'en débarrasser. Et puis à la fin, essayer de le programmer. Donc ce sujet du transport optimal, pourquoi c'était intéressant? Parce que des gens se sont posé des questions de mesurer les distances entre des fonctions. Et donc là, par exemple, j'ai une fonction qui est assez chahutée, qui s'appelle F1. J'en ai une autre qui est la même, que j'ai juste décalée d'une demi-période, à peu près. Et puis, si je veux mesurer la distance entre F1 et F2, je peux prendre par exemple la somme du carré des différences entre les deux fonctions. Ça va me dire quelque chose. Mais ce qui est un petit peu embêtant avec ça, c'est que, alors que F1 et F2, elles se ressemblent beaucoup, hein, c'est juste le graphe que j'ai un peu décalé, cette distance-là serait tout à fait capable de me dire que F1 est plus proche de F3 que de F2. Donc ça voit des différences suivant l'axe des Y, mais pas des décalages suivant l'axe des X. Donc ce serait cool d'avoir une distance qui arrive à voir que les graphes des fonctions ont été un peu décalés. Un autre problème que les gens peuvent avoir, c'est interpoler des fonctions. Alors par exemple, si on suppose que ça c'est un état initial et que ça c'est un état final, alors je ne sais pas ce qu'on mesure, c'est peut-être la densité d'un produit chimique dans un tuyau, c'est peut-être de la chaleur, c'est peut-être un phénomène physique. Et si on suppose que ça c'est mon état initial, ça mon état final, si je fais juste l'interpolation linéaire, ça va faire une bosse qui diminue pendant que l'autre grimpe. C'est sans doute pas en général ce qu'on veut faire. Alors ça peut, hein, ça dépend vraiment de ce qu'on veut dire. Mais des fois, ce serait intéressant d'avoir un truc qui serait capable de faire ça. Ça, c'est un autre sujet du transport optimal. Et donc, pour la petite histoire, transport optimal, c'est une histoire qui a commencé un peu avant la Révolution française, avec Gaspard Monge. Vous avez peut-être déjà vu hein, tous ces slides avec Nico, avec David, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais à l'époque, c'était un peu comme maintenant, c'était assez dur de financer la recherche, c'était même encore plus dur que maintenant, parce qu'il n'y avait pas l'ANR. Il n'y a plus beaucoup de sous à l'ANR, mais Gaspard Monge, il n'avait même pas l'ANR, donc il allait voir les militaires, et il leur disait, vous avez des tas de problèmes de terrassement, là, il y a le champ de bataille, il faut arriver à le modeler à votre guise, mettre des montagnes là où c'est intéressant, vous verrez votre ennemi, des creux pour vous cacher dedans. Et donc supposez que vous avez un champ de bataille que vous voulez modeler en un paysage idéal, comment envoyer une armée de fantassins avec des brouettes pour arriver à transformer le champ de bataille de la manière que vous voulez, en faisant en sorte que les fantassins dépensent le moins d'énergie possible avec leurs brouettes. Donc c'est parti de ça, le transport optimal. Bon, et puis Gaspard Monge, il faisait d'autres choses aussi, il s'intéressait à la géométrie, à la lumière, à des problèmes d'ombre, à des problèmes de géométrie descriptive, à des problèmes de forteresse à la Vauban, parce que c'était intéressant de savoir voir sans être vu, sans arrêt le problème quand on conçoit ce genre de truc. Il avait même un plan pour tailler le toit, le plafond du Parlement en forme d'ellipsoïde. Donc il avait expliqué comment tailler les pierres pour faire ça. Donc ensuite, plus récemment, c'est un sujet, il y a vraiment une French connection autour du transport optimal, c'est parti de Gaspard Monge. Plus récemment, donc, il y a eu candidat à la mairie de Paris, grand réorganisateur de l'intelligence artificielle en France, donc là je me moque un peu, et il a fait des trucs qui étaient vraiment magnifiques en transport optimal, et un énorme bouquin qui s'appelle Optimal Transport Old and New, qui fait 400 pages, qui est chargeable sur Internet. Et là où c'est magnifique, c'est qu'il repart vraiment de la base. Il suffit de partir d'un poli. Alors là, à Nancy, on a l'école des mines, vous avez leur cours sur les distributions. Par-delà, on peut raccrocher ça derrière et ça marche. C'est gratuit, c'est disponible sur le web. Par contre, j'ai pas tout lu, hein, parce que c'est dense. Puis il y a un plus petit bouquin, Topics on Optimal Transportation, qui est moins complet, mais ça permet d'avoir un tour d'horizon et de se faire une idée. Vous connaissez peut-être aussi Yann Brenier. Yann Brenier, c'est un mathématicien français qui est à l'origine, je pense, de cette French Connection en France, parce qu'il a sorti un théorème qui s'appelle le théorème de factorisation polaire.
Et c'est de là qu'est partie toute cette vague de gens qui se sont intéressés au transport optimal. En plus, c'est un gars qui est très chouette, il passe, il file des idées un peu à tout le monde, et donc c'est aussi une des raisons de ça. Donc transport optimal, ça peut servir à faire plein de trucs un peu bizarres, ça peut servir aussi à concevoir, je sais pas si par exemple vous rêvez d'avoir des phares de voiture qui projettent à l'infini le portrait de Gaspard Monge. Je sais jamais, ça pourrait arriver. Il est possible de donner à un algorithme le portrait de Gaspard Monge. Il va vous calculer la forme du réflecteur de votre phare de manière à ce que ça fasse ça en faisant converger et diverger un petit peu les rayons lumineux. Ça va adapter, c'est très subtil. Là, on ne devinerait pas que ça fait Gaspard Monge en regardant le réflecteur. C'est des petites différences subtiles entre les angles qui font ça. C'est aussi un problème de transport optimal. Là, on peut faire des trucs. Il y a des. Je ne me rappelais même plus que j'avais ce slide. Il y a des usual suspects. On peut interpoler des trucs bizarres avec le transport optimal, comme mes bosses de chameau de tout à l'heure. On peut interpoler des trucs bizarres comme des textures. Et puis on peut aussi supposer que vous avez cette vidéo-là. Vous avez deux vidéos et vous voulez avoir le style de couleur de la deuxième vidéo, tu me dis si je dis des bêtises, Nico, dans la première vidéo, pour donner un effet plus dramatique. Je ne sais pas, vous filmez votre film de vacances, vous voulez que ça ait l'air un petit peu héroïque, vous disiez je veux le style de couleur du dernier Avenger, et ça vous le fait. Ça ne fait pas la musique par contre, mais peut-être bientôt. Donc un autre effet dont je vous ai parlé en réflexion, comment on pouvait concentrer la lumière pour faire le portrait de Gaspard Monge. On peut le faire aussi en réfraction, concevoir des formes de miroirs. Là, je dois avoir un petit bout de vidéo, donc je vais aller assez vite parce que donc ça, voilà, c'est l'histoire des caustiques. Hein. Vous connaissez tous ça ici. Vu qu'il y a pas mal de gens qui font du rendu, c'est là où les rayons lumineux vont se concentrer au fond de la piscine. Retenez bien cette image du fond de la piscine, puisque je vais y revenir tout à l'heure. Là, on prend une photo, et puis le but du jeu, c'est de faire pas un miroir, une lentille, qui, quand on l'éclaire, concentre les rayons lumineux pile poil pour faire une image qui fait le portrait d'Einstein. C'est plus Gaspard Monge, c'est Einstein. Mais c'est un peu la même idée, mais là c'est en transmission au lieu d'être en réflexion. Il faut le fabriquer par usinage. C'est pas évident parce qu'il faut que ce soit super lisse. Je crois qu'ils avaient eu du mal à faire ça, mais ils étaient arrivés. Et Quentin Mérigot, quand on a fait aussi des trucs comme ça. Et puis là on voit un effet, voilà, là on a une idée de ce que ça fait. Je trouve ça assez chouette, c'est un peu magique. Et si on regarde la gueule du miroir, non, on ne voit pas là. Voilà, la gueule du miroir, là on voit que l'épaisseur varie, c'est très subtil pour arriver à concentrer les rayons lumineux là où il faut. Donc ensuite, il y a tout un paquet d'applications pour simuler de la physique. C'est ça qui m'excite le plus dans ce sujet. En météorologie, il y a un problème qui s'appelle les courants géostrophiques. Je ne sais pas ce que c'est, je vous avouerai. L'équation d'écoulement, mais ça j'y reviendrai. Et donc pourquoi ça a des liens avec la physique? Parce que le problème du transport optimal, on peut le voir posé comme ça, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à déformer une forme en une autre forme qui a la même masse ou le même volume, tout en minimisant l'effort. Et l'effort, alors là c'est intéressant pour les applications en IA, l'effort qu'on a pour déformer une forme en une autre, ça définit une distance entre les formes, ça permet de trouver aussi peut-être la forme la plus proche d'une forme donnée. Donc là je vous donne l'idée de ce que ça fait. Là j'ai une sphère que je vais déformer en un cube. Et là on passe de la sphère au cube. Alors ça fait penser à un truc en physique qui s'appelle le principe de moindre action, qui est un truc assez chouette. Et puis là, ça fait penser à un autre truc qui est important en physique, c'est les lois de conservation. Et ce que disait Yann Grenier, en physique, il y a l'opérateur de Laplace qui est utilisé un petit peu partout.
En computer graphique, déjà c'est utilisé vraiment un peu partout pour faire plein de trucs. En physique, c'est utilisé dans l'équation de la chaleur, par exemple, c'est utilisé un peu partout ailleurs. Et ce que disait Brognier, c'est qu'à chaque fois qu'on a une équation en physique avec l'opérateur de Laplace, on peut le remplacer par un truc un peu plus général, l'opérateur de Monge-Ampère, enfin un peu plus général, avec des termes en plus à l'ordre supérieur. Ça, c'est un truc qui vient du transport optimal, j'en reparlerai un petit peu après. Et il se passe des trucs intéressants, on peut faire des physiques intéressantes avec ça. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des nouveaux moyens de calculer de la physique avec un ordinateur en utilisant le transport optimal. Bon, avec l'opérateur de Laplace, c'est lié à la transformée de Fourier rapide. Avec l'opérateur de Monge-Ampère, le transport optimal, est-ce qu'on peut arriver à avoir un algorithme sur un ordi qui calcule ça rapidement? Parce que si on veut s'en servir pour calculer de la physique, il va falloir arriver à le calculer assez rapidement. J'ai quelques petits slides d'intro pour vous dire quel est le problème du transport optimal, comment on le résout. Je ne vais pas vous dérouler tout ce truc-là, parce que c'est des slides qui duraient assez longtemps. Je crois qu'il y avait 2h30 de cours, mais je vais vous donner une petite idée déjà de ce qu'on essaye de faire, ce que ça veut dire et comment ça se programme. Donc les données du problème, c'est quoi? On repart de Monsieur Monge, Monsieur Monge qui voulait financer sa recherche en maths, qui a été voir l'ANR, les militaires de l'époque. Les militaires de l'époque leur disent, j'ai deux terrains, j'ai un terrain ici que je vais appeler mu, j'ai un autre terrain qui s'appelle nu, et l'intégrale de la hauteur est égale sur les deux terrains, j'ai la même quantité de terre. Comment je déplace la Terre pour transformer ce terrain en celui-là? Là, le niveau de grille, c'est la hauteur du terrain. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des niveaux de grille de là où vous êtes, si un petit peu. Alors, après, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut s'assurer. Il y a une condition à vérifier, là, qui a l'air compliquée comme ça, mais je vais la faire en plus simple. Pour que le déplacement de terrain qu'on fait soit valide, il faut que pour toute clôture que je ferai dans mon espace d'arrivée, si je regarde sa préimage par le transport que je faisais, ça contient la même quantité de terre. Alors c'est quoi T? T, c'est une application qui va de là à là, et qui me dit pour un grain de terre où est-ce qu'il va atterrir dans l'espace d'arrivée. Donc ce que dit ma contrainte, ça dit que toute la terre que je transportais en B, la quantité de terre se correspondait dans ce qu'il y avait dans B et toute la terre que j'ai transportée dans B. Il faut assurer cette contrainte-là. C'est dans ce sens-là, et là c'est pour tout sous-ensemble B de ma carte. Vous voyez, c'est une contrainte qui est un peu bizarre, parce que ça veut dire quel que soit B, T-1 de B contient la même quantité de terre que B. Comment je vais programmer ça? C'est pas évident. Alors après, bon, ça c'est des histoires de notation avec les mesures, mais on n'en a pas forcément besoin. Et donc, notre problème maintenant, on veut trouver une application de transport. L'application de transport, c'est quand ça satisfait la contrainte des quel que soit B qu'on vient de voir avant, qui minimise l'intégrale de la masse transportée fois une certaine distance. Là, j'ai pris la distance au carré parce que, pour deux raisons. Parce que ça veut souvent dire des trucs en physique, et c'est de ça que je me sers. Et puis j'ai une autre raison qui est moins avouable, c'est que c'est la seule que je sais calculer. Mais ça tombe bien, je dirais, c'est ce qui m'intéresse. Mais on pourrait prendre la distance plutôt que la distance au carré. D'ailleurs, dans le problème initial, le Monge, c'est la distance qu'on considère. Mais là, on va prendre la distance au carré. Alors ce problème-là, il est assez compliqué, et puis parce qu'il n'est pas symétrique. Parce que T, c'est une application. Donc ça veut dire que je peux très bien, avec une application, je peux très bien avoir deux points qui vont se mapper sur la même image. Ça, j'ai le droit de le faire.
Par contre, j'ai pas le droit d'avoir un point qui se split en deux. Sinon, c'est pas une application. Donc c'est un peu embêtant, parce que ça fait une espèce d'asymétrie dans ce qu'on a à faire. Et puis aussi simu un atome. Un atome, c'est un Dirac isolé, c'est-à-dire on peut le voir comme une colonne de terre, une aiguille de terre. Une aiguille de terre, j'ai le droit de la transporter que sur une aiguille de terre. Je ne vais pas avoir le droit de la répartir. Ça, c'est un petit peu embêtant aussi. Puis un autre truc encore plus embêtant, c'est que là, je vais considérer un problème qui est un peu bizarre. Toujours mes militaires, là, ce coup-ci, ils ont une autre mission. Ils ont deux tranchées parallèles, L2 et L3, qui font chacune 50 cm de profondeur. Et pile poil au milieu, ils ont un mur L1 d'1 mètre de haut, de terre. Et on leur demande de boucher les deux tranchées avec le mur de terre. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire, mon militaire? Il prend sa pelle, il donne un coup de pelle à gauche, un coup de pelle à droite, un coup de pelle à gauche, un coup de pelle à droite. Et il change tous les H. Là, on voit que ça fait le boulot. Ça coûte un certain prix, parce que là, vous voyez que là, je parcours une distance un peu plus longue que là, quoi. Hein, puisque il est un peu plus incliné, ce segment-là. Alors, si j'ai envie de réduire le prix, je remplace H par H sur 2. Là, je parcours moins de distance. Toujours un coup sur 2. Là, on voit bien que quoi que je fasse, je pourrais toujours réduire le coût du transfert. Parce qu'en fait, le coût du transfert, le transport optimal, c'est de prendre chaque grain de terre, les couper en deux, en balancer la moitié à gauche et l'autre moitié à droite. C'est plus une application. Donc là, on se prend le problème il fallait que ce soit une application dans les dents. Et donc, il faut considérer un autre truc. Et là, on voit que ça a été quand même une longue histoire, parce que c'est rien passé quasiment de la Révolution française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a M. Kantorowicz qui a dit on peut regarder un problème. On va regarder un problème. Il va avoir l'air plus compliqué, mais en fait, il est beaucoup plus simple. On va regarder un problème. On va considérer l'espace produit entre X et Y. Vous savez, c'est ma carte de départ, ça c'est ma carte destination. Et puis je vais regarder une fonction, là j'ai mis une mesure, mais imaginez que c'est une fonction. On va regarder une fonction qui est définie sur X fois Y, qui va nous dire combien, pour chaque point de X, combien de terre je transporte vers le point de Y. Et ça me dit pour chaque couple de points X, Y, combien de terre va de X vers Y. Alors ça peut être 0 pour certains. Donc c'est quoi, entre guillemets, c'est le graphe de T qu'on représente de cette manière-là. Donc on va essayer de chercher le graphe de T. Il doit satisfaire des contraintes. Gamma de x, y, c'est combien de terre va de x à y. Puis les contraintes, ça nous dit que tout ce qui est transporté depuis x, la somme de tout ce qui est transporté depuis x, doit correspondre à ce qu'il y avait en x, la quantité de terre qu'il y avait en x. Puis l'autre contrainte, ça nous dit que tout ce qui est transporté vers y correspond à la quantité de terre qu'on veut avoir en y à la fin. Voilà, c'est ce que disent les deux contraintes. Et quand on regarde ce truc-là, je vais y revenir après. Alors, il y a quasiment, il n'y a qu'en indé qu'on peut faire des dessins, parce que ça représente, c'est déjà pas mal pour se faire une petite idée. Si je représente la translation entre deux segments, j'ai de la terre juste sur un segment, je vais la translater vers ce segment. À quoi ressemble gamma? Gamma, ça ressemble à ce segment oblique qui me dit que ce point-là va là, ce point-là va là, ce point-là va là, ce point-là va là. Partout ailleurs, ça vaut 0. Ici. Ça s'appelle, gamma s'appelle un plan de transport. Plan de transport, c'est le graphe, entre guillemets, le graphe de l'application de transport. Alors c'est sympa parce que si je veux faire un segment qui se subdivise en deux segments comme ça, mais là je peux le faire avec mes deux segments à 45 degrés comme ça. Après, on peut voir que là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que si le plan de transport a une certaine forme, à ce moment-là, il a toujours une application de transport qui lui correspond.
Mais en plus, il peut faire des trucs plus bizarres que ça. Je disais tout à l'heure, ça me contrarie un peu de dire que si j'avais un Dirac de terre, là, une aiguille de terre, je peux l'envoyer que sur une autre aiguille de terre. Moi, je peux très bien, en mettant, je veux dire, si j'ai 1 kg de terre, je peux dire que j'envoie 500 grammes ici, 500 grammes ici. Avec le plan de transport, j'ai le droit de dire ça. Donc là, ça restaure la symétrie que j'avais perdue tout à l'heure. Mais du coup, il n'y a pas d'application de transport qui existe. Et puis on peut même faire des trucs plus bizarres que ça, comme diffuser un Dirac sur un segment. On a le droit de le faire avec ça. Bon, ensuite, ce qu'a M. Kantorowicz, il faut voir que c'était l'un des inventeurs de la programmation linéaire. Toutes ces histoires de programmes linéaires sous contraintes linéaires, c'est lui qui a inventé la dualité. Et donc ça, c'est un truc qui est extrêmement important en problème de transport. Je vais vous montrer très rapidement en imaginant un truc complètement discret. C'est pas obligé d'être discret, mais on voit mieux ce qui se passe en ayant un truc discret. Donc dans mon truc discret, je veux transporter de la Terre toujours entre mu et nu. Alors mu ici, ce sera un ensemble de points. En chaque point I, je connais UI, la quantité de terre qui est disponible en U. Puis je veux transporter ça vers des points V1, V2, là. Et puis en VJ, j'ai la quantité de terre que je veux récupérer au point numéro J. Les points ils sont complètement identifiés par les indices. Là, j'ai pas de géométrie. Et puis gamma, ça devient quoi? Ça devient une matrice de coefficients. Gamma, indice IJ, ça me dit combien de terre je transporte du point I vers le point J. Alors ensuite, donc mon problème à faire, là, ce que j'ai à faire, je veux minimiser un truc sous des contraintes. Alors pour parler de ça, j'ai dit tout à l'heure que le gamma c'était une matrice, mais en fait je vais la ranger dans un vecteur, c'est plus pratique pour moi. Je vais ranger gamma 1, gamma 2, gamma 3, tac, là je finis la première ligne, puis je continue là. Et toutes ces valeurs-là, je les range dans un grand vecteur. Il est dans R, M fois N. Ensuite, j'ai un vecteur qui s'appelle C, le vecteur de toutes les distances entre I et J. CIJ, c'est la distance entre le point I et le point J. Distance au carré, dans mon cas, ça pourrait être d'autres distances. Et donc, je dis que ce que j'ai à minimiser, c'est le produit scalaire entre C et gamma. C'est la somme des CIJ, gamma IJ. Et puis, j'ai des contraintes. Première contrainte qui dit que tout ce qui part du point numéro I doit correspondre à UI. La somme de tout ce qui part du point I doit correspondre à UI. Ça peut s'écrire sous la forme d'une matrice fois gamma égale U. Et puis ça, j'ai la même chose dans l'autre sens. Tout ce qui arrive au point J doit être égal à VJ à la fin. Et puis il reste aussi une autre contrainte, c'est que gamma doit être supérieur ou égal à 0. Pour rappeler, gamma IJ, c'est ce qu'on envoie du point I vers le point J. On ne veut pas faire disparaître de la matière. Donc avec ça, oui, ce que M. Kantorowicz a remarqué, c'est que ce problème-là, il est bien foutu, parce que la fonction qu'on veut minimiser, c'est une fonction qui est linéaire, et toutes nos contraintes, on a deux contraintes d'égalité linéaire, puis une contrainte d'inégalité. Et donc ça marche super bien pour la dualité. Bon, ça marche aussi pour des fonctions de R2 dans R2, de Rn dans Rn. Il suffit de choisir comment on numérote les UI et les VJ. Et donc, sur ce coup de la dualité, que je vais passer un peu en vitesse, vous savez, tous les problèmes d'optimisation sous contrainte, il y a la méthode des multiplicateurs de Lagrange, qui consiste à rajouter des variables en plus pour chaque contrainte, et ensuite échanger le rôle des vraies variables et des variables associées aux contraintes. Et donc là, je vais passer quand même assez vite, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous montrer les nouveaux trucs rigolos. Quand on fait tout ça, on dit, on avait les contraintes de projection verticale, les contraintes de projection horizontale, elles vont se retrouver sur deux variables. Je vais peut-être le mettre en continu quand même.
deux variables que je vais appeler phi et psi. Donc phi est dans Rm, psi est dans Rn. Et donc le problème dual, on a juste à maximiser le produit scalaire entre phi et u plus le produit scalaire entre psi et v sous une contrainte qui dit que phi i plus psi j doit être plus petit que CIJ, quel que soit I et J. Alors pourquoi c'est intéressant de dire ça? Là c'est déjà phénoménalement intéressant, parce que tout à l'heure quand je cherchais des gamma IJ, vous vous rappelez, gamma IJ c'est mon énorme matrice là qui me dit combien va de I vers J. J'avais M fois N variables. Là en transformant le problème, comme variable j'ai plus que phi et psi. Donc dans phi il y en a n, dans psi il y en a n, j'ai remplacé m fois n par m plus n. C'est plutôt cool. Alors après on peut encore faire mieux que ça. On peut remplacer l'un des deux par, alors je vais aller un peu plus vite, on peut remplacer l'un des deux par quelque chose qui est déduit du premier, par la transformée de Legendre, ça s'appelle, du premier. Donc là, au lieu d'avoir m plus n variables, j'en ai plus que m, j'ai presque plus de variables. Alors, bon là je vais passer en vitesse là-dessus, mais ça vous donne un peu une idée de ce que c'est. Et ce que je voulais vous montrer après, c'est comment ça se passe en semi-discret. Parce que là, je vous ai fait un truc où j'avais plein de points vers plein de points. Et là, on va regarder d'autres trucs qui existent. Donc la théorie, elle est super générale. Elle marche pour des objets continus vers des objets continus. Alors ça peut être des fonctions, comme ce qu'on imaginerait pour une hauteur de profil, comme ce qu'on a fait, mais ça peut être des trucs plus généraux que ça. Ça peut y avoir des Dirac, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça peut être des distributions. Et la théorie est très générale, elle marche pour tout ça. Donc ça peut être aussi discret, point à point, comme ce qu'on avait fait dans les petits calculs que je vous ai montrés. Et puis il y a un cas qui a l'air un peu bâtard comme ça, on se dit mais pourquoi on aurait envie de faire ça, qui s'appelle semi-discret. On passe d'un truc continu vers un truc discret. Alors ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple ici des magasins de fraises qui ont envie de vendre des fraises. Ici j'ai une carte de densité de fraises disponibles. Chaque magasin sait un petit peu à l'avance combien il va pouvoir vendre de fraises, il a une idée de son marché. Et ce qu'on cherche, c'est savoir quelles fraises je transporte vers quel magasin. Alors, ce problème-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut montrer que les choses se simplifient. Comme ce qui est à droite, c'est un ensemble de points, la variable qu'on cherche, là, le multiplicateur de Lagrange, c'est juste un vecteur de valeur. J'ai une valeur pour chacun de ces points. Ça va être les inconnus de mon problème. Si je vous ai dit que l'autre multiplicateur de Lagrange, celui qui correspondait aux contraintes suivant les lignes, il était déduit du premier. Il est déduit par une formule. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette formule, mais je vais vous dire à quoi ça correspond. Cette formule-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la carte qui nous dit quelle fraise va aller vers quel magasin, c'est un diagramme de Laguerre. C'est ce que nous dit cette formule-là. Un diagramme de Laguerre, c'est une espèce de diagramme de Voronoi avec un bouton en plus. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, diagramme de Voronoi, comment ça marche? On peut le voir, c'est l'ensemble des points qui sont plus proches d'un point que d'un autre point. J'aime bien le dire comme ça, je dis 3 fois point, mais je crois que vous avez vu à peu près ce que je voulais dire. Si je vous le fais comme ça, je pense que vous voyez exactement ce que je veux dire. Voilà, ça c'est une manière possible de voir le diagramme de Voronoi. Il y a une autre manière de le voir, on peut le voir aussi comme le diagramme de minimisation de la famille des fonctions distance à chacun de ces points. Là je l'affiche dans ma carte graphique, puis il y a le Z-buffer qui fait que quand je le regarde vu du dessous, je vois que le cône qui était plus proche de mon point que des autres points, puisque la distance Z, la distance en Z est égale à la distance en XY. Et je demande à ma carte graphique de me montrer celui qui était le plus proche en Z, donc celui qui était le plus proche en XY.
Alors le diagramme de puissance, il est presque pareil, mais il a des variables en plus, qui sont ces fameux multiplicateurs de Lagrange qu'on va calculer. Et c'est... Donc comment? Je repars du même truc que tout à l'heure. Là j'ai mon diagramme de minimisation. Au lieu de prendre la distance, je vais prendre la distance au carré. Ça ne va pas changer le diagramme parce que au carré est monotone, donc ça ne me change pas le diagramme. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, je vais décaler ces paraboles suivant l'axe des n. Voilà. Je vais vous le faire comme ça, je peux les faire bouger. Donc là, on voit que ça bouge. Mais si je fais la même chose maintenant, mais en le regardant pile poil par en dessous, ce qu'on voit, on voit que je change la taille de mes cellules d'une certaine manière. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit des lignes droites, mais en fait, ces lignes droites sont la projection d'une parabole qui vit dans un plan qui est orthogonal à l'écran et qui est l'intersection entre les deux paraboloïdes que j'ai éventuellement un peu décalés les uns avec les autres. Donc, en fait, que va faire le transport optimal? Vous vous rappelez, là, c'est un champ de fraises que j'ai derrière. Et puis, chacun des points noirs, c'est un magasin de fraises qui sait combien de kilos de fraises il veut vendre. Et puis derrière, j'ai aussi une carte qui me dit combien de kilos de fraises au mètre carré j'ai sur ma carte. Et en fait, l'algorithme, ce qu'il va faire, il va bouger ces paraboloïdes de manière à régler la taille de chacune de ces cellules pour qu'elles contiennent exactement la quantité de fraises que je voulais. Donc en fait, là, on a un algo à la fin, je ne vais pas trop détailler l'algo, qui permet de calculer ce genre de truc. Après, ça se programme assez bien, parce que pour arriver à programmer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir calculer le diagramme de puissance. Vous pouvez le faire avec différents codes disponibles, avec Sigal ou avec Géogramme, si vous venez chez moi. Il faut calculer des intersections, ça peut être un petit peu plus pénible, mais ça se fait. Il faut calculer des intégrales sur ces cellules de Laguerre, ça se fait assez bien. Et puis, il faut optimiser une fonction, mais pour une fois en graphique, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois qu'on a une fonction à optimiser, il y a plein de minima locaux. Je ne sais pas si ça n'arrive pas qu'à moi, ça. Ben, celle-là, c'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive, elle est bien foutue. Ben, déjà, celle-là, on la maximise, il n'y a qu'un seul maximum global. En plus, elle est lisse, elle est C2. Et là, quand on fait du Newton, ça marche super bien. Et il y a Yun Kitagawa, Quentin Merigo et Boris Tiber pour inventer un algo qui permet de contrôler le pas de Newton pour que, de manière prouvée, on atteigne toujours cet optimum. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous parler un tout petit peu de physique, et puis vous montrer quelques images de simulation plus récentes que 2018. Ouais, alors qu'est-ce qu'on essaye de faire en ce moment avec ce truc de transport optimal? Là, je travaille avec Roya Mohayaï de l'Institut d'astrophysique de Paris, et on essaye de faire remonter le temps à des cartes du cosmos pour tester des modèles du Big Bang. Donc comment ça se... Alors oui, déjà, en 2003, ils avaient fait des calculs, mais ils avaient utilisé l'algorithme des enchères, auction algorithm, qui marche de discret à discret et qui est assez lent. Ils avaient pu faire un calcul pour je ne sais plus combien de points, quelques milliers de points. Et donc à l'époque, ils avaient un algo en haut de N3 et ils disaient c'est pas raisonnable d'espérer faire plus de 100 000 points dans le futur. Là, on était en 2003. Alors ensuite, à quoi ressemble l'équation les équations du modèle du Big Bang qu'on peut avoir? Ça ressemble beaucoup à une équation de fluide incompressible. Alors, fluide incompressible, celui-là, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je ne sais pas si vous manipulez, moi c'est pas très longtemps que je manipule ce genre de truc. Ici, alors U c'est la vitesse. Donc du sur dt, dérivé de la vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Mais U c'est un champ de vitesse
eulérien, c'est accroché à l'écran, on va dire. Le petit vecteur, là, il ne se balade pas avec les particules, il reste accroché à l'écran. Donc si on veut avoir l'accélération, il faut rajouter un terme qui est celui-là. Donc ça, c'est l'accélération, mais en coordonnées champ de vecteur, et pas vecteur accroché aux particules. Donc accélération égale un truc. Donc là, ce qu'on a en fait, c'est la deuxième loi de Newton, c'est F égale ma. Là, c'est les forces, et là, c'est l'accélération. Ah oui, pourquoi je n'ai pas de m? Parce que j'ai supposé que la densité était égale à 1 dans celui-là. Donc accélération égale m, accélération fois m égale les forces. Là, les forces, j'ai par exemple la pesanteur et puis une force de pression. Force de pression, c'est le gradient d'un potentiel, qui est la pression. Ensuite, j'ai une deuxième équation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Elle dit que la matière est conservée. Ça s'appelle l'équation de continuité. Comment on l'obtient? On se prend un petit patatoïde, on regarde, on fait le bilan de matière dans le patatoïde, on regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort, et on fait une intégrale de Stokes. Vous savez que c'est les flux de matière au travers du bord, ces formules-là. Et après, on fait tendre la taille du patatoïde vers 0. Et puis ça nous dit que la matière est conservée. Pas de matière qui apparaît, pas de matière qui disparaît. Et puis après, il y a une équation qui régit la pression. Et c'est souvent une équation de Poisson, donc avec un fameux Laplacien dont on avait parlé tout à l'heure, qui est égal à un autre truc. Ça, c'est un fluide incompressible. Pression polaire incompressible. Le premier truc, c'est le deuxième loi de Newton, F égale ma. Ça, c'est la conservation de la matière. Ça, c'est l'équation de Poisson pour la pression. Alors ensuite, je vous montre l'équation que Royal Rayleigh utilise pour modéliser le Big Bang, enfin l'évolution de l'univers du Big Bang jusqu'à maintenant. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup. Au début, qu'est-ce qu'on a à gauche là? C'est la même chose, un du sur dt plus u nabla u. Ça, c'est l'accélération. C'est égal à un terme avec des forces, avec le gradient d'une pression. Alors, c'est plus la pression, là, c'est le potentiel gravitationnel. Ça marche un peu comme la pression. La deuxième, c'est l'équation de continuité, c'est la même que là exactement, c'est la conservation de la matière. Et puis la troisième, une équation de Poisson pour le potentiel, avec un deuxième terme qui est beaucoup plus simple. Donc, alors ça c'est assez facile d'aboutir à cette équation-là. Je ne vous détaille pas le truc parce que ça me prendrait 10 minutes en plus, et je veux vous montrer aussi des images. Vous êtes beaucoup à faire du graphisme ici. Si je vous montre que des équations, ce ne sera pas rigolo. Mais ce que je peux vous dire, alors il y a quand même des choses qu'on apprend dans ces équations-là. Ça nous apprend des choses sur le Big Bang. Si ces équations sont vraies, quand taux vaut 0, c'est le Big Bang. Et donc ça veut dire que là, si on ne veut pas diviser par 0, il faut que le numérateur soit égal à 0 aussi. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que la densité, ρ c'est la densité, au moment du Big Bang était égale à 1, donc elle était homogène, uniforme. Cette autre équation-là, c'est pareil. Là, on divise par taux aussi, on divise par 0 au Big Bang. Si on veut pas que ce soit indéfini, il faut que la vitesse corresponde à moins le gradient du potentiel au moment du Big Bang. Et donc, en fait, quand on manipule cette équation, et si on la simplifie un petit peu, on atteint un problème de transport optimal. Donc là, je peux vous montrer des images, à quoi ça ressemble. Là, en ce moment, on fait des tests sur des simulations numériques. Simulations numériques, c'est bien parce qu'on sait d'où on est parti. On a les données de là où on est parti, contrairement au vrai Big Bang, là c'est plus difficile. Et donc, on peut arriver à... Ouais, donc en 2003, ils disaient qu'on ne pouvait pas faire plus de 100 000 points, mais ici, on peut le faire avec 16 millions de points. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui permet de le faire avec 16 millions de points? C'est qu'on a un truc qui continue, la représentation
avec les diagrammes de Laguerre, on fait des intégrations sur des domaines qui sont continus, on peut calculer des dérivés, et là on a un algorithme qui est numérique plutôt que d'avoir un algorithme qui est combinatoire, donc il converge beaucoup plus vite. On l'a fait avec 16 millions de points, et puis ça permet de remonter le temps vers une densité homogène. Alors à quoi ça va servir de faire ça? Ça va servir pour tester des modèles du Big Bang, dont l'équation que j'ai montrée tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs informations qu'on peut avoir sur le Big Bang. On a l'information de là où sont les galaxies maintenant, qu'on peut capter, mais vous savez que plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. Quand on regarde le ciel, parce qu'il fallait le temps que la lumière arrive jusqu'à nous. Et si on regarde très loin, on capte un rayonnement qui baigne tout l'univers, qui est de la lumière qui a été émise un peu après le début du Big Bang. Le Big Bang, suivant nos croyances actuelles, suivant les modèles qu'on a, c'est 13,7 milliards d'années. Et on est 380 000 ans après le Big Bang, de la lumière qui a été émise, puisque avant ça, la lumière et la matière interagissaient de manière très étroite, et donc aucune lumière ne pouvait s'échapper. Ça a arrêté d'interagir à cette période-là. On a pu capter cette lumière, et cette lumière, elle est un petit peu hétérogène. Et là, c'est cartographié par l'un des satellites. Alors, il y en a eu plusieurs, il y a eu COBE avant, puis WMAP, puis, alors le dernier, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ont sorti des cartes de plus en plus précises de ces rayonnements. Et on pense que ces petites fluctuations d'intensité, c'est à l'origine de la formation des grandes structures dans l'univers, des amas de galaxies qu'on peut observer maintenant. Donc c'est intéressant de pouvoir prendre une carte, lui faire remonter le temps, pour voir si les hétérogénéités qu'on va mesurer, statistiquement, ont les mêmes propriétés que celle-là. Ensuite, je vous ai dit que ces deux équations-là étaient très similaires. Alors, en fait, là, les calculs qu'on fait en astrophysique, on utilise un modèle qui est très simplifié, et on suppose que toutes les particules se déplacent en ligne droite à vitesse constante. On peut faire cette hypothèse simplificatrice pour faire des calculs. Là, maintenant, ça peut être intéressant d'essayer de simuler ça sans cette hypothèse simplificatrice. Et là, je peux vous montrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux vous montrer quelques animations qui correspondent à des choses qu'on regarde. Je vais vous montrer des anciens tests déjà, et après des trucs plus récents. Alors là, j'ai un très faible nombre de particules qui fait que ça ne ressemble pas trop à un fluide, ça ressemble plus à des billes de gelée. Ça, c'était surtout pour tester le moteur de rendu, parce que j'avais envie de m'amuser à rendre ça plus joli. Là, c'est contraindre le bord du fluide avec un domaine de forme arbitraire. Là, avec un plus grand nombre de particules, là, ça ressemble un peu plus à un fluide, ce qui se passe. On va augmenter petit à petit le nombre de particules. On va avoir des choses plus sympas. Ah oui, là je m'étais amusé. Oui, David, tu avais réagi sur Twitter. Ouais, des voxels. Parce que c'est une approximation des sphères qu'on peut. Là, je l'avais mise à des cubes pour rigoler. Ça, c'était pour stresser le code géométrique, parce que vous voyez que ces sphères, pour passer par des petits tubes, elles doivent se déformer. En fait, ça ne se déforme pas vraiment. J'ai juste un seul paramètre pour gérer chacune de ces sphères, c'est le multiplicateur de Lagrange que j'avais tout à l'heure, mais là on peut voir que le code est assez robuste. Donc en fait, mon fluide va être un espèce d'ensemble de sphères un peu déformables, mais pas trop, parce qu'il n'y a qu'un seul paramètre. Et quand elles se collent les unes aux autres, ça fait un diagramme de Laguerre. Là, c'était un peu la même que tout à l'heure, c'est un peu toujours pareil. J'en avais des plus rigolotes. Ah ouais, ça c'est. Là on voit. Là, on commence à augmenter le nombre de sphères.
Ça, c'est aussi l'histoire, je n'ai pas pu raconter ça, parce que on peut faire assez facilement, faire un fluide à bord libre, c'est pénible à simuler. Et là, avec ce modèle-là, ça c'est la tension de surface. Je vais revenir un petit peu en arrière. Après, on peut rajouter des effets dans le simulateur. Bon, là c'était pas terrible encore, parce que j'avais pas de viscosité. Là, c'est la tension de surface qui fait. Alors, la tension de surface, ça s'appelle la tension de surface, mais en fait, c'est une force qui est volumique. C'est si c'est de l'eau, si on est dans un vaisseau spatial, on a une bulle d'eau, chaque point vert, ici c'est une petite molécule d'eau, c'est des dipôles, les molécules d'eau, c'est des dipôles électriques. Et donc il y a des forces électriques qui s'exercent, et une particule d'eau qui est un peu au milieu, elle est attirée par toutes celles qui sont autour, et donc elle ne bouge pas. Et celles qui sont sur le bord, elles sont attirées par celles qui sont dans le fluide. Et donc la somme de toutes les forces, ça fait une force qui tire la molécule vers l'intérieur du fluide. Et là, on peut voir un peu l'effet que ça fait quand c'est simulé en volume. Et avec des rendus, je suis amusé un peu à faire des rendus parce que je viens du computer graphique à la base. Ceux-là, ouais, là c'était pas encore. Ah oui, là c'est l'effet de la viscosité. Là, j'augmente peu à peu la viscosité. La viscosité, ça vient aussi des forces électriques dans le fluide. C'est quand on a plusieurs couches de fluide qui vont à des vitesses différentes. Pareil, toutes ces molécules s'attirent les unes des autres. Et ça a tendance à décélérer celles qui vont plus vite et accélérer celles qui vont moins vite. On a des petits lapins qui fondent. Toujours là, je travaille sur la viscosité. Alors là, pareil, un peu plus visqueux, mais celui-là n'est pas encore terrible. Voici, là on est revenu. Alors ensuite, des trucs plus récents. Ici, un armadillo, ouais, c'est un peu sombre, mais après on va le voir en rendu, ce sera peut-être un peu mieux. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gouttes d'eau qui se forment, c'est l'effet de la tension de surface qui est vraiment simulé. J'ai pété un grand nombre de particules, je crois qu'il va y en avoir 500 000, et même en rendu, on voit un peu mieux ce qui se passe. Pareil, par terre, l'effet de la tension de surface qui fait des jolies gouttelettes. Après, j'ai essayé sur moi. À la fin, ça fait un peu mal. Même chose en mèche. Si vous avez des scans de vous-même, je peux vous liquéfier si vous voulez, je vous envoie la vidéo. Alors ça c'est le splash, c'est toujours sympa de simuler le splash. C'est un peu sombre, hein, je suis désolé, on ne voit pas grand chose. En rendu on verra un peu mieux. C'est le mèche et le même en rendu. Avec la petite goutte d'eau qui rebondit à la fin, j'aime bien. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations. Merci.